Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, votre journal en ligne, le quotidien des Français, des francophones à l'étranger. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux, vous êtes inscrits pour assister au webinaire sur le thème prévoyance, souscription, comment choisir son assurance santé en expatriation. Un webinaire organisé en partenariat avec notre partenaire international santé.com. Nous sommes partis pour une petite heure ensemble en ligne, donc les internautes posez bien vos questions. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay sitôt la fin du webinaire, enfin 3-4 minutes après. Vous recevrez un lien sur l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, pas de souci. Vous pourrez évidemment voir la fin ou le revoir. Vous pourrez également le partager à vos connaissances, vos amis qui peuvent être intéressés par ce sujet. Il y aura un article également dans le petitjournal.com fin de semaine prochaine avec la vidéo YouTube. Donc, très facile à partager pour les gens que vous connaissez qui sont intéressés par ce sujet et qui n'auraient pas pris la peine de s'inscrire. Donc, il n'est pas trop tard. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. On va utiliser le petit onglet questions qui est en bas à droite pour poser vos questions. Donc, je vais vous mettre un petit bonjour. Voilà. Hop. Donc, bonjour à tous. On va l'utiliser comme fil de chat. Alors, il y a marqué chat à côté, mais on va plutôt utiliser l'onglet questions. Donc, je vais vous laisser les internautes nous dire un petit peu déjà où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes en Afrique, en Europe, sur le continent américain? Vous êtes levé très tôt. Vous n'êtes pas couché peut-être. Donc, faites-nous un petit peu savoir. Je vois qu'il y a déjà Frédéric, Isabelle, Karine, Florian. Vous êtes nombreux déjà à vous être inscrits, donc faites-nous un coucou, on aime bien, ça nous permet de voyager. Voilà, Augustin est à Paris, alors du coup on voyage un peu moins loin, mais c'est quand même très bien. Allez, Laurent est à Dubaï, faites-nous signe les internautes, et puis surtout, utilisez bien évidemment cet onglet questions. Pour poser vos questions, bien entendu. Si vous êtes… alors, Frédéric, il est en Espagne, près de Valencia. Frédéric, on va essayer d'utiliser le petit onglet questions. Michel est aussi en Espagne. Anne est à Hua Hin, en Thaïlande, chanceuse. Isabelle à Milan. Bonjour à tous, bienvenue. Et évidemment, vous êtes là pour vous renseigner sur ces questions de prévoyance et d'assurance santé. Donc, bien entendu, on a la chance d'avoir deux experts aujourd'hui avec nous qui vont répondre à toutes vos questions. Donc déjà, bonjour Raphaël Reiter. Raphaël Reiter est le directeur général d'internationalsanté.com et Hassen Abdelmalek est le directeur commercial de la même société. Bonjour à tous les deux. Je vais vous passer la parole pour vous laisser vous présenter International Santé. Puis après, on aura une petite présentation avec également quelques vidéos. Et puis évidemment, on rentrera dans le question-réponse parce que c'est le plus important. Bonjour Raphaël, bonjour Hassen. Raphaël, est-ce que… Bonjour à tous, oui. Bonjour, merci. On va commencer effectivement sur une petite présentation d'International Santé et puis après on rentrera dans des choses, je pense, qui vous intéressent en tant qu'expat. Alors, on va mettre une petite présentation, ça va aller vite. Alors, voilà. Les aléas du direct. Donc, International Santé, donc on est aujourd'hui le premier courtier comparateur français sur l'assurance santé individuelle des expatriés. On est spécialisé sur ce métier-là depuis un peu plus de 25 ans et sous ce format de comparateur en ligne depuis plus de 10 ans. Nous avons deux implantations dans le monde sur des fuseaux horaires complètement opposés, puisqu'on a un bureau à Toulouse et puis un autre en Polynésie. Ça nous permet vraiment d'être à disposition de tous les expatriés quasiment à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On a un statut de courtier 100% soumis à la loi française. On va voir que ça a une grande importance pour la sécurité des expatriés, parce que quand on est dans le monde, il peut y avoir différentes réglementations. La loi française, elle est plutôt bien foutue pour les assurances et les assurés. Donc, c'est important d'être soumis à cette loi. On travaille beaucoup avec la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. On peut travailler avec, on peut travailler sans. Donc, c'est des choses aussi qu'on sait faire et qu'on pourra voir avec vous si vous avez des questions là-dessus. Notre principe, en fait, c'est un comparateur. Donc, on va travailler à peu près avec tous les assureurs du marché, quasiment tous les assureurs français du marché. C'est-à-dire qu'en un seul point, vous allez pouvoir accéder aux tarifs de tous ces assureurs.
Notre force, donc quand vous accédez à ce comparatif, vous allez avoir des tarifs qui sont faits au même prix que les tarifs chez les assureurs en direct. Hein, donc on vous garantit le meilleur prix possible. On va pouvoir, comme on a une vision de l'ensemble des contrats du marché, eh bien, on va pouvoir vous expliquer les différents avantages, inconvénients de chaque formule, faire vraiment des comparatifs assez poussés par rapport à votre situation. Ça, c'est au moment du choix du contrat. Mais ce qui est important aussi, c'est d'être à vos côtés pendant toute la durée de vie du contrat. Donc, nous, on va aussi défendre vos droits pendant tout le contrat pour que, si à un moment, il peut y avoir des questions, des interrogations par rapport à une réponse d'un assureur, un problème quelconque avec votre assureur, on est là pour vous aider, voir ce qui se passe. C'est souvent plus des simples problèmes d'incompréhension qu'autre chose, mais c'est bien d'avoir un interlocuteur qui vous connaît, qui connaît votre dossier et qui va pouvoir intervenir rapidement dans une situation qui n'est pas forcément simple quand on est à plusieurs milliers de kilomètres de chez soi. Et on essaie au maximum d'être le plus clair possible, d'apporter, de vous donner des informations sur les avis de nos clients, les avis de nos experts, comment on étudie les contrats dans le détail. Et vraiment, on va rentrer dans le détail de chaque contrat. Et pour vous, ça va se présenter sous cette forme. Je vais laisser Hassen peut-être en parler. C'est quelque chose sur lequel il travaille au quotidien. Bonjour à tous, merci pour votre temps. Donc effectivement, Raphaël, en réalisant un devis sur notre site, vous pouvez voir en fait immédiatement les solutions qui répondent aux critères que vous avez sélectionnés. Elles sont classées par prix croissant et accéder aux principales caractéristiques de chaque contrat. C'est-à-dire que vous allez retrouver le plafond des garanties, les franchises et les taux de remboursement. Et en fait, c'est à ce stade que nous avons besoin d'échanger avec vous pour en savoir plus. C'est un entretien qui dure entre 5 et 30 minutes en fonction de ce que vous avez à nous dire. Vous comprendrez que ce n'est pas avec 5-6 questions en fait qui vous sont posées sur le formulaire qu'on pourra vous conseiller. Donc, on doit savoir pas mal d'informations sur votre expatriation. C'est essentiel pour nous. Combien de temps vous allez vivre dans ce pays? Est-ce que c'est une expatriation de courte durée, 1 an, 2 ans, 5 ans ou même voire à vie? Est-ce que vous serez salarié ou est-ce que vous serez investisseur dans le pays? Est-ce que vous avez des conditions médicales existantes? Une assurance santé expatriée, c'est quelque chose qui est facultatif et pour lequel il y a un questionnaire de santé au moment de l'adhésion pour chaque assureur de ce marché. Est-ce que vous avez une expérience déjà des contrats expatriés aux locaux? Est-ce que vous connaissez déjà le pays, son système de santé? C'est très important pour nous. Quel budget vous voulez consacrer à cette assurance? Quelles sont les garanties importantes pour vous? Et dans quel pays vous souhaitez vous faire soigner? Si vous voulez, tout ça, en fait, ça a une énorme influence sur le choix final et vous comprendrez que ça ne peut pas se faire en ligne avec 5-6 questions qui sont posées. Donc, on a besoin d'en discuter avec vous. Et on ne parle pas d'un contrat en fait d'assurance qui doit rembourser une paire de lunettes à 500 €, mais on parle d'un contrat qui doit pouvoir intervenir immédiatement et en quelques heures à peine pour pouvoir payer 100 000, 200 000, 300 000 € de frais de santé et qui va devoir certainement par la suite prendre en charge un traitement pendant des mois ou voire des années. Donc vous comprendrez que les sommes en jeu sont conséquentes. C'est vrai qu'en France, on ne se pose pas la question de combien ça va me coûter, est-ce que je vais être bien soigné, alors qu'ailleurs dans le monde, ces questions-là se posent en fait. Donc oui, il faut prendre le temps d'en discuter avec un conseiller, c'est important. À travers cela, on va pouvoir vous proposer là où les solutions les plus adaptées par rapport à votre destination, puisque comme l'a évoqué avec Raphaël, nous travaillons avec la quasi-totalité des assureurs de ce marché-là, par rapport à votre destination et vos besoins en matière de santé. Donc aujourd'hui, nous sommes une équipe de 9 experts, conseillers seniors assistés par 3 juniors. Grâce à nos 2 implantations à Toulouse et en Polynésie française, on est disponible 24 heures sur 24. C'est une chose qui est très importante. 6 jours sur 7. Et notre savoir-faire au niveau du conseil et de l'accompagnement de nos clients aujourd'hui, pendant toute la durée de vie du contrat, ça se retrouve dans les avis de nos assurés, puisque nous avons à peu près plus de 1200 avis sur Trustpilot avec une note de 4,9 sur 5
et plus de 110 avis sur Google avec une note aussi de 4,9 sur 5. Voilà. Je vais juste reprendre la parole ici. Oui, effectivement, ces avis sur Trustpilot, sur Google. On voit ici un de nos assurés, hein, on a des vidéos sur YouTube de nos assurés. C'est un assuré, donc on a un bureau en Polynésie. C'est un assuré qui a passé ses vacances en Polynésie et qu'on a profité pour venir nous voir pour témoigner de ce qu'on avait pu faire pour lui et pour son épouse pendant leur expatriation. Voilà, je pense que c'est intéressant de voir ça parce que effectivement, on est là au moment de la souscription, mais aussi on va vous aider à intervenir pendant toute la durée de vie du contrat et sur des choses qui sont vraiment très importantes, qu'on imagine difficilement quand on est français, qu'on a l'habitude d'avoir la Sécu et la santé. Voilà, où on a des choses à payer, on choisit une mutuelle, mais c'est pas forcément des choses qui vont décider d'une vie de plusieurs milliers, centaines de milliers d'euros. Donc voilà, là, on a des gens qui n'hésitent pas à prendre quelques heures sur leurs vacances pour venir nous voir, ça fait plaisir. Voilà. Super, merci Raphaël et Hassen pour cette introduction. Ce que je propose peut-être, c'est continuer avec vous sur pour que nos internautes, là, ils sont nombreux, ils sont en attente. Alors, posez bien vos questions, les internautes, on va y répondre dans quelques minutes. Hein. On a déjà une question d'Augustin. Utilisez le petit onglet questions qui est en bas à droite. On va répondre évidemment à chacun d'entre vous, à toutes vos problématiques. Mais peut-être revenir au cœur du sujet, c'est pourquoi souscrire une assurance santé quand on s'expatrie. Et ça, je crois que Raphaël, tu as des choses à nous montrer, des exemples frappants. Ouais, je pense que c'est vrai que je pense que c'est important de montrer des choses concrètes parce que voilà, on en est souvent loin. En fait, quand on est à l'étranger dans un pays qu'on connaît pas ou même si on y est déjà depuis un certain temps, on est quand même face à des situations. Si je veux être hospitalisé, il y a des questions auxquelles je suis pas habitué. C'est simplement vers quel hôpital je vais pouvoir être emmené, comment je vais être emmené. Est-ce que cet hôpital va être correctement équipé? Est-ce que je vais devoir payer? Qui va devoir payer? Combien ça va me coûter? Et qu'est-ce qui se passe si je peux pas moi payer tout de suite? Est-ce qu'on va me soigner, etc. Donc, on peut ici voir rapidement un cas réel. Hein, c'est un compte rendu d'accident que nous a envoyé une cliente, en fait, une femme qui cherchait pour son fils qui avait eu un accident. Son accident, c'est un jeune homme de 22 ans, il est au Panama, il est sur une plage, il court pour attraper un ballon, et il tombe dans l'eau, il se souvient plus de rien. Son amie qui est avec lui s'occupe de lui comme elle peut, elle trouve une ambulance, l'ambulance l'emmène dans un premier hôpital, mais l'hôpital peut pas faire de radio, elle l'emmène dans un deuxième hôpital, là on peut lui faire des radios. Mais il faut aller vers Panama City parce que là, il pourra pas être traité où il est. Donc, le père qui est en France essaie de trouver un hélicoptère, mais il fait ça comme il peut, il n'y arrive pas. Donc, le trajet se fait en ambulance, ça dure 4 heures. Ils arrivent à la clinique. Il y a des examens à ce moment-là qui peuvent être faits. La situation est assez grave et il y a une intervention chirurgicale à faire très vite. L'hôpital veut être sûr d'être payé, donc il faut que les parents payent directement l'hôpital pour que l'hospitalisation puisse avoir lieu. Et donc l'intervention a lieu que le lendemain, le temps que les fonds soient débloqués, que l'hospitalisation et l'intervention puissent se faire. Voilà quoi. Donc là, on est sur un cas qui a dû être géré un peu manuellement. Quand on a un assureur, on a un numéro d'urgence, on a quelqu'un qui va pouvoir prendre ça en charge, on a des médecins qui vont pouvoir nous aider et des assisteurs sur place qui vont savoir contacter les services d'urgence, les hôpitaux, orienter directement vers le bon hôpital. Voilà, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude quand on est dans un système de santé qui fonctionne bien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple, je dirais, d'organisation. Après, la grande question, souvent, c'est combien ça coûte. Alors, nous, on vous dit que ça coûte cher, mais je pense que le plus intéressant, c'est d'avoir un avis d'une assurée. Donc, on va vous montrer une petite vidéo qui dure simplement une quarantaine de secondes.
vous donner un ordre d'idée, hein, je peux vous dire, l'hospitalisation, la deuxième de ma fille, ça a duré 2 mois et demi et on n'était pas loin des 3 millions de pesos, ce qui vaut à peu près 150 000 euros. Donc, il faut quand même pouvoir les débourser. Et normalement, après un accouchement, à peu près normal, même s'il y a des petits soucis, peut-être qu'on compte 2, 3, 4 jours de couveuse, quelques soins, c'est quand même autre chose, mais ça va très très vite, hein. On s'en sort très vite avec 20 000 euros, 30 000 euros, et puis voilà quoi. Oui, et puis voilà. Voilà, donc c'est un exemple. Voilà, ça c'est une jeune maman. Alors c'était son troisième enfant, une petite fille qui est née en bonne santé, hein, tout se passait bien, mais quelques mois après la naissance, il y a des problèmes de santé qui surviennent. Elle doit être hospitalisée une première fois. Là, elle dit la deuxième hospitalisation a coûté 150 000 euros. Il y en avait déjà eu une autre avant. Et ensuite, il y a eu un traitement long, un traitement qui continue encore, avec une hospitalisation à domicile. Mais grâce à ça, en fait, cette petite fille qui a dû fêter ses 1 an là, le mois dernier, a pu faire ses traitements chez ses parents plutôt que de le faire à l'hôpital. Et je pense que là, ils doivent arriver un petit peu sur le bout de ce traitement compliqué. Elle va continuer à avoir des traitements, mais le passage compliqué est vraiment passé. Et on est sur des factures qui sont là, je pense à presque 250 300 000 euros. Ouais. Voilà. Merci pour cet exemple et cette vidéo, Raphaël. Peut-être ce serait intéressant d'aborder, avant de répondre aux questions des internautes, hein, continuez à bien poser vos questions, les internautes, avec le petit onglet « Poser une nouvelle question » en bas à droite. Quelles sont les différences entre les assurances françaises et les assurances locales et internationales, Raphaël? Alors, c'est vrai que j'ai commencé à vous dire, on est international santé, on est soumis à la loi française. La plupart de nos assureurs le sont aussi, et je dirais ça a un impact important. Alors, je vais prendre un côté peut-être un petit peu humoristique. On dit les assureurs sont des voleurs. Alors, moi, j'en suis pas persuadé, ça fait 25 ans que je travaille là-dedans, je le ferai pas. Mais alors, mettons les assureurs sont des voleurs. Un voleur, j'essaie de me protéger des voleurs. Je vais mettre des barreaux chez moi. Je vais me dire, il y a la police qui peut m'aider pour me protéger des voleurs. Il y a un système, il y a un juge qui va juger les voleurs s'il le faut. Donc, je suis quand même un peu rassuré. En assurance, c'est pareil. En France, on a des règles qui sont strictes. Donc, on a déjà des protections, des systèmes d'alarme. Si j'ai un problème avec mon assureur et je suis pas d'accord avec mon assureur est obligé de m'envoyer vers un médiateur, quelqu'un qui est extérieur à sa structure et qui va pouvoir étudier mon cas de manière indépendante. Si ça marche pas, ou si je suis pas satisfait de la réponse qui est donnée, je peux appeler la police des assureurs. La police des assureurs, c'est la CPR. Si j'estime mon assureur a fait quelque chose de mal, je peux le signaler à la CPR. C'est gratuit. J'ai pas besoin d'engager des frais pour ça. Et si ça se passe toujours mal, j'ai des procédures. Je peux engager des procédures avec des réglementations qui sont vraiment faites pour protéger les assurés. J'ai un code des assurances qui protège les assurés vraiment de très près. Si je suis j'ai souscrit en Thaïlande, j'ai souscrit je sais pas, j'ai vu des gens, ils sont à Dubaï, voilà. Quel est le code des assurances? Comment ça va se passer? Quelles sont les relations avec mon assureur? Voilà, ça va peut-être être plus compliqué. Je vais vous donner un exemple. J'avais eu un dégât des eaux en Nouvelle-Zélande. J'ai pendant 1 an écrit à mon assureur. Au début, il me répondait, il était gentil. Après, il me répondait plus et j'avais aucun recours. Le seul recours que j'avais, c'était de lui faire un procès. Je n'avais pas lui faire un procès pour 7 000 à 8 000 $ néo-zélandais, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Voilà. En France, j'ai pas ça. J'ai un cadre juridique vraiment très strict qui va m'aider. Donc, c'est déjà la première chose importante. Et si on parle de santé, hein, on est sur de l'assurance santé. Alors, je vais vous montrer peut-être un petit écran. Ça va me permettre aussi de comprendre. Hop. On va avancer un petit peu. Voilà.
En assurance santé en France, on est sur une loi qui vient de la mutualité, donc d'un système plutôt qui met vraiment en avant les droits des assurés. Donc un assureur en santé, il n'a pas le droit de vous majorer votre tarif le jour où vous tombez malade. Hein, vous avez souscrit, pas de chance, 2-3 ans après, vous avez un cancer. Ou notre assuré là au Mexique qui a un problème de santé qui coûte cher à son assureur, l'assureur n'a pas le droit de lui dire maintenant je vais vous doubler votre prime parce que vous coûtez plus cher qu'un autre. Il n'a pas le droit non plus de dire maintenant cette maladie là qui est commencée, maintenant je vais plus la rembourser. Je la rembourse pendant 1 an, mais l'année prochaine je vous la rembourserai plus. Il n'a pas le droit de vous résilier votre contrat parce qu'il trouve que vous lui coûtez trop cher. Il n'a pas le droit de décider quel traitement il va faire, de dire ce médicament là je le rembourse, celui-là je le rembourse pas parce qu'il coûte quand même un peu cher, donc j'ai pas trop envie de le rembourser. Hein. Donc ça vraiment c'est des points très importants et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, mais dans quasiment toutes les autres réglementations, les assureurs vont avoir le droit de faire ça. Si je tombe malade demain, l'assureur il aura le droit de me faire payer plus cher. Si il pourra, j'ai un cancer, il m'aura traité, j'aurais été hospitalisé, on m'aura enlevé ma tumeur, mais derrière ma chimio en cours, elle s'arrêtera peut-être à la fin de l'année et puis il me la renouvellera pas. Il va résilier mon contrat, il va décider quel médicament il rembourse. Donc c'est vraiment pas les mêmes réglementations et le même système. Hein. On n'est pas du tout sur le même type de fonctionnement. Voilà. Le cas des réclamations, le cas des plaintes, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. La défense de l'assuré n'est pas du tout la même. Donc les assureurs français ont vraiment de gros avantages. Et je dirais, si on est français, autant en profiter parce que c'est des choses qui sont quasiment exclusives à la France. Ouais. Alors, on peut se dire oui, mais un exemple intéressant, parce que c'est vrai quand on dit ça, on dit c'est pas possible ou c'est des choses qu'on voit jamais. Voilà, là c'est quelqu'un qui est venu s'assurer chez nous. Il avait reçu, c'est quelqu'un qui était assuré en Thaïlande. Et il reçoit un jour une lettre de son assureur qui lui dit on applique les conditions du contrat, monsieur, on vous résilie votre contrat le 30 avril. Mais bonne nouvelle, vous serez quand même garanti jusque-là et puis vous avez un petit peu de temps pour vous retourner, on est quand même sympa. Voilà, ça on ne le verra pas avec des assureurs français, ils n'auront pas le droit de faire ça. Et je dis, à partir du moment où un assureur a le droit de le faire, pourquoi il s'en priverait? La loi l'autorise à le faire, il n'y a pas de raison qu'il soit plus sympa que celui d'à côté dans le même pays. Donc c'est important d'avoir des lois qui vous protègent là-dessus. Donc ça c'est un critère important, on est protégé par des lois intéressantes. Après on peut se dire il y a peut-être quand même des avantages dans les assureurs locaux. Effectivement, avec un assureur local, on va pouvoir avoir un tiers payant peut-être chez certains médecins ou dans certains hôpitaux. On n'a pas avancé les frais puisqu'il a une certaine proximité. La contrepartie de ça, c'est qu'on n'est pas libre de choisir son médecin ou son hôpital. On va devoir aller chez le médecin ou dans l'hôpital qui a passé des accords avec mon assureur. Je pourrais pas me faire soigner à l'étranger, je pourrais pas être rapatrié dans mon pays d'origine si j'ai besoin de ça parce que ma pathologie est lourde. Donc voilà, ça c'est des inconvénients qu'on peut avoir avec les assureurs locaux. On peut aussi se dire je vais peut-être faire des économies. J'ai vu des formules locales qui étaient moins chères. Donc c'est peut-être intéressant, mais en fait on va voir que les plafonds de garantie sont à ce moment-là très bas et vont certainement pas permettre de se soigner comme on aura envie de se soigner le jour où on aura un problème grave. Alors on peut le voir sur des exemples concrets qu'on pourra vous donner. Là, on a pris un exemple à la MGEN, tout le monde connaît la MGEN en France, une des plus grosses mutuelles françaises. Au Portugal, ils sont 3e assureur santé, donc ils sont plutôt bons et bien placés. Pour un couple de 66 ans au Portugal, si je veux une formule correcte, il faut au moins que je paye 420 € par mois, voire 920 € par mois. Et si je paye 420 € par mois, j'aurai quand même une formule avec très peu de garantie finalement. J'aurai que 100 000 €, j'aurai que 2500 € chez les médecins, etc. J'aurai que 200 € sur la pharmacie. Je pense que quand on a 66 ans,
on a vite fait de dépenser 200 € de pharmacie dans l'année. Et donc, être bloqué par ça, ça peut être embêtant. Donc, on n'aura pas, c'est vrai qu'un assureur expatrié français, on n'aura pas de formule à 110 € par mois pour un couple de 66 ans. Mais parce qu'on n'aura pas des garanties si basses. Hein. Nous, on aura toujours des garanties qui permettent d'accéder à des niveaux de soins qui sont élevés ou sur les standards les plus élevés qu'on peut trouver dans les différents pays. On va avoir la même chose sur un contrat en Thaïlande, un exemple en Thaïlande, un assureur thaï, une famille, 40 ans, 2 enfants. Ben, la formule la plus élevée que cet assureur propose, elle ne couvre que 42 000 € par an. À 42 000 € par an en Thaïlande sur de l'hospitalisation, on y est très vite. Je dirais en 3 jours d'hospitalisation, on a pu les atteindre. Si on veut aller dans une clinique comme les Bangkok Hospital, les cliniques qui ont l'habitude de recevoir les expatriés, qui ont le matériel qu'on va vouloir, etc. Et un contrat comme celui-ci, ça coûte 5 800 € par an. Pour 5 800 € par an pour cette famille sur un contrat français, on aura beaucoup plus de garanties. On aura des choses qui permettent de se soigner tout à fait. On aura des plafonds à 500 000 €, on n'aura pas de limite sur la médecine courante ou des choses comme ça. Donc, on aura des choses beaucoup plus complètes. Voilà. On a de très bons contrats santé en France, on a les meilleurs du monde, il faut en profiter. Super, merci Raphaël pour ces exemples. On va peut-être commencer à répondre à nos internautes. On a eu plusieurs questions. Je vous les livre un petit peu en vrac comme ça. Et puis, Hassan et Raphaël, vous répondez bien entendu. On a Michel qui demande, est-ce qu'il y a des limites d'âge pour la souscription d'un contrat ou pour la durée de vie du contrat? Hassan. En règle générale, sur tous les contrats qu'on va vous proposer, en fait, on a un principe fondamental, c'est une garantie viagère, en fait. Après, y a-t-il des limites d'âge? Dans la plupart des contrats français, on va pouvoir aller jusqu'à 75 ans. Néanmoins, on a quelques contrats étrangers. On peut aller au-delà de 75 ans. Donc après, tout dépend de votre enveloppe budgétaire. Alors, 75 ans, ça va être en général l'âge où il faut souscrire avant 75 ans. Hein. Mais après, comme l'a dit Hassan, on va être garanti de manière viagère. Donc, il n'y aura pas de limite de durée. Maintenant, c'est vrai aussi, plus on souscrit jeune, plus on aura de choix. Parce que même s'il y a des contrats qu'on peut souscrire jusqu'à 75 ans, il y en a de moins en moins. En général, on est jusqu'à 65 ans, on a à peu près un choix sur tout le marché. Et puis, après 65 ans, le marché commence à se réduire. Hein, et à 75 ans, là, on est sur un marché beaucoup plus restreint. Effectivement, on a des solutions qui existent, mais on en aura beaucoup moins et aussi à des budgets qui sont plus élevés. Donc, plus on commence tôt, mieux c'est. Je rebondis sur une question de Anne qui dit « Mon conjoint a 74 ans, il est en LD pour le diabète. Ils vivent en Thaïlande et il dit a priori seul Malakoff Humanis accepte des patients de cet âge et ils l'ont refusé alors que le fait d'être en LD ne coûte rien à la mutuelle puisque c'est remboursé intégralement. Que pouvons-nous faire? Alors, est-ce que vous pouvez conseiller Anne? Alors, effectivement, s'il est en ALD pour du diabète en Thaïlande à 74 ans, il n'y a plus beaucoup d'assureurs disponibles sur le marché. Et alors, pourquoi alors de dire ça coûte rien à l'assureur? Je pense que alors il est en ALD, donc je pense qu'elle veut dire qu'il est à la CFE, qu'il est à la Caisse des Français de l'étranger, qu'il est déclaré en ALD pour ça. Mais en fait, en Thaïlande, la Thaïlande est considérée aujourd'hui par beaucoup d'assureurs, dont la CFE, comme un pays plutôt cher. Et donc, les taux de remboursement de la CFE ne sont pas à 100% sur ce pays-là. Ils doivent être sur de la pharmacie. En ALD, on est peut-être à 60% ou quelque chose comme ça. Donc non, l'assureur, s'il couvre cette pathologie-là, il va devoir payer au moins 40%. Et si un jour, on a une hospitalisation qui vient de là ou même d'autres choses, et là, il va payer 50% de l'hospitalisation, voire même un peu plus. Donc, son engagement, oui, il est pas neutre. Donc là, on sera sur un cas qui sera un peu compliqué. Parce qu'effectivement, une des règles de toutes ces assurances, vraiment toutes, il n'y en a pas une qui déroge à ça, c'est
de tout ce qui est antérieur à la souscription, je vais l'étudier et je peux soit l'accepter, soit le refuser. Une fois que le contrat est mis en place, un contrat français, je ne reviens plus dessus. Mais quand je mets en place, je regarde l'état de santé. Donc, c'est vrai que si là, l'état de santé faisait qu'on avait des dépenses certaines sur cette personne-là, l'assureur peut refuser. Alors, l'autre solution, c'est de trouver un assureur qui l'accepterait avec une exclusion. C'est-à-dire un assureur qui va dire, OK, moi, je peux l'assurer, mais son diabète étant déjà présent, je ne vais pas le prendre en compte, il sera exclu. Donc ça, il pourrait être couvert quand même pour tout le reste, parce qu'il y a quand même d'autres causes de soins ou de problèmes d'hospitalisation, etc., qui peuvent survenir. Donc ça peut être une solution. On peut trouver des solutions avec des exclusions sur quelqu'un de cet âge-là. On sera sur des tarifs qui seront sûrement assez élevés, mais si elle veut une solution avec une exclusion, c'est possible. Ouais. Et on revient sur ce qu'on disait sur l'âge. Effectivement, l'important, c'est vraiment de pouvoir souscrire le plus tôt possible pour ne pas avoir ces problèmes-là, parce qu'une fois que les problèmes de santé sont là, on va avoir beaucoup plus de problèmes pour s'assurer. Comme disait Hassen, c'est facultatif. C'est pas comme la Sécu. Tout le monde est obligé de payer la Sécu. Si je suis en bonne santé, j'ai pas envie de payer la Sécu, je suis quand même obligé. L'assureur, lui, je vais payer si j'ai envie de payer, et le jour où j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Donc le système est complètement différent. Il faut plutôt le voir comme des assurances emprunteurs qu'on connaît ou des choses comme ça, où là aussi on a ces systèmes de questionnaires de santé. Allez, on continue avec les questions. On est à peu près à la moitié de ce webinaire. Je vous rappelle, les internautes, que à la fin du webinaire, dans à peu près une demi-heure, vous recevrez le lien du replay. Donc, si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez pas voir la fin ou si vous voulez le partager, évidemment, n'hésitez pas. Et puis, continuez à bien poser vos questions sur l'onglet questions. On en a même sur le petit onglet de chat, mais j'irai jeter un œil. On va répondre à tout le monde. On a deux internautes suisses qui nous posent quasiment la même question. Alors, Marc, il est retraité à Maurice et il demande si c'est possible de contracter une assurance française, et Philippe, il est suisse et il a un projet de retraite aux Philippines et il dit, en tant que Suisse, puis-je contracter une assurance française dans votre liste? Je vous laisse répondre. Tout à fait. Tout à fait. Les assurances françaises sont ouvertes aux Suisses, aux Belges, et à peu près toutes les nationalités, même normalement. Donc oui, on assure. Alors nous, on est principalement sur des francophones, donc les Suisses et les Belges sont les bienvenus. En fait, une assurance expatriée, le critère, c'est d'être expatrié, c'est-à-dire d'être de résider dans un pays qui n'est pas celui de mon pays d'origine. Voilà. Donc un Suisse à Maurice, un Suisse aux Philippines, il n'y a pas de souci, on peut les couvrir. Ouais. Ce sera avec plaisir. Une question de Michel qui demande quel est l'intérêt d'être à la CFE pour un retraité expatrié couvert par la Sécu espagnole qui continue à bénéficier de la sécurité sociale française durant ses séjours en France? Alors, quel est son intérêt? Alors, effectivement, il bénéficie de la sécurité sociale française quand il est en France. C'est d'ailleurs pour ça que la CFE a un régime spécial pour les retraités, qui s'appelle retraite expat et qui est moins cher que le régime des actifs à âge équivalent, puisque c'est de se dire la CFE ne paye que les frais à l'étranger, donc elle peut faire une cotisation moins chère parce qu'un Français va se soigner à la fois en France et à l'étranger. Donc le tarif déjà CFE retraite expat est moins cher. L'avantage qu'il aura, c'est qu'à ce moment-là, il sera couvert la CFE pourra fonctionner dans le privé, parce que en Espagne, le système public, la sécurité sociale espagnole lui donne accès au système public. Par contre, quand il va dans le privé, il doit payer ses soins. Ils ne sont pas pris en charge par le système espagnol. Mais la CFE pourra lui rembourser une part de ses frais dans le privé. Et il pourra prendre une complémentaire à la CFE pour être intégralement remboursé, puisque la CFE ne remboursera pas intégralement les frais.
Merci pour cette réponse. Une question de Laurent qui est assuré CFE plus mutuelle. Alors, je ne sais pas quelle mutuelle. Il dit « Ça fait 2 ans que je facture plus, c'est-à-dire que je coûte plus que mes cotisations, environ 2 fois plus pour avoir une idée de grandeur. La mutuelle a-t-elle la possibilité de résilier le contrat ou augmenter significativement la cotisation ?» Alors non, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, si c'est un contrat en complément CFE, je pense que c'est une assurance santé française. Donc à ce moment-là, non, elle n'a pas le droit de majorer individuellement ou de résilier individuellement le contrat. Et c'est une des spécificités des contrats français. Et c'est vrai que nous, on met vraiment l'accent là-dessus. Il y a de plus en plus de gens qui s'expatrient pour des durées très longues. Il y a 15 ans, on était encore sur des modèles où une grosse partie des expatriés partaient 3-4 ans pour une entreprise et revenaient, etc. Aujourd'hui, la plupart des gens s'expatrient de manière individuelle. Ils partent, ils vont peut-être se dire, j'y vais 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ça se passe bien, j'y reste toute ma vie. Donc effectivement, si j'y reste toute ma vie, il faut que j'ai un contrat qui puisse me suivre toute ma vie et qui puisse fonctionner toute ma vie. Ouais. Et quelle que soit l'évolution de mon état de santé. Mais c'est vraiment une spécificité française. Alors, il y a 1 ou 2 autres pays. Il y a le Luxembourg qui le fait aussi. On a aussi des contrats luxembourgeois. Enfin, il y a quelques pays qui le font, mais c'est vraiment très, très rare. Très, très rare. Allez, on continue avec les questions. Posez bien vos questions, les internautes. On va répondre à tout le monde. Isabelle demande, quand on est déjà couvert à l'étranger par la mutuelle sélectionnée par l'employeur, peut-on en souscrire une autre qui vient en supplément de celle de l'employeur? Alors, théoriquement, oui. Ce qui est interdit, c'est de s'enrichir. C'est l'enrichissement sans cause, c'est-à-dire de se faire rembourser plusieurs fois la même chose. Mais on pourrait avoir, on a des cas où les mutuelles de l'employeur sont très limitées et les expatriés effectivement vont prendre des assurances complémentaires. En fait, ça marche souvent pas vraiment en complémentaire, mais plutôt en substitution. C'est-à-dire que souvent l'assurance locale va, compte tenu des montants ou des accords qu'elle a localement, je vais devoir aller voir tel médecin ou tel hôpital, et peut-être que c'est pas trop ce que j'ai envie. Donc, je veux pouvoir avoir un contrat qui va me permettre d'aller librement me soigner ailleurs. Donc oui, c'est des choses qui se font. Après, il y a la question du tarif qui rentre en compte parce que l'assureur expatrié pourra pas dire ah ben comme vous avez déjà une assurance entreprise ailleurs, j'accepte de vous faire une réduction de tarif parce qu'il peut pas avoir un tarif par pays ou même par contrat employeur souscrit. Vous voyez, c'est très compliqué. Mais si le contrat de l'employeur est vraiment basique ou ne la satisfait pas, oui, c'est tout à fait possible et ça peut être très intéressant. On le fait beaucoup. On avait beaucoup ça à Singapour à une période avec des contrats d'employeurs, même dans des grandes banques françaises, ils avaient des contrats qui n'étaient pas extraordinaires et des gens qui prenaient des contrats expatriés en plus. Ouais. Voilà, Isabelle a sa réponse. Une question d'Augustin qui demande quand on est déjà couvert à l'étranger par la sécu locale, mais pas pendant les séjours français. J'imagine peut-être qu'il partage son temps entre la France et son pays d'expatriation, donc séjour français long ou court. Comment faire? Est-ce qu'on passe par la CFE, une mutuelle, une assurance privée? Quelle est votre recommandation? Hassen. Ah, j'ai pas entendu, pardon. Vous pouvez juste répéter la question, oui, Hervé, pardon? Bien sûr, il faut juste que je la retrouve, mais ça va être très rapide. Donc, du coup, Augustin nous demande, il est couvert par la sécu locale à l'étranger. Alors, je ne sais pas dans quel pays, il a une sécu locale. Et il dit, mais je ne suis pas couvert pour mes séjours en France, vacances, ou je ne sais pas, peut-être parfois il vient travailler, séjours longs ou courts. Et il dit, comment faire? Qu'est-ce que vous me recommandez? Une CFE, une mutuelle, une assurance privée? Tout dépend. C'est une très bonne question. En fait, on a plusieurs possibilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prétend avoir une sécu locale n'équivaut pas à la sécurité sociale française. Ça, c'est un premier point. Donc, après, on a la possibilité de couvrir ces personnes-là, donc soit grâce à la CFE. Si le client souhaite absolument avoir une couverture uniquement pour la France, la CFE dispose d'un produit qui s'appelle France Expat et nous avons des solutions
qui viennent en complément de ce statut France Expat. Et après, la deuxième possibilité, c'est d'assurer de manière totalement privée, aussi bien dans le pays d'expatriation et dans le pays de nationalité, les assurer avec une couverture au premier euro. Merci. Ouais, alors, juste, ce qu'a dit Hassen, tout à fait juste, et c'est vrai que il va vraiment falloir, on va agir très différemment selon les pays où sont les gens. Quelqu'un qui est au Canada, il a un régime provincial qui est tout à fait valable. Effectivement, il n'est pas couvert quand il est en France, mais je vais pas lui vendre. Généralement, s'il a un visa qui lui donne accès au régime local, je vais pas lui vendre moi un contrat expatrié de longue durée parce que ça sera pas justifié. Hein. Maintenant, quelqu'un qui est en Espagne, comme on avait tout à l'heure, oui, ça se justifie plus parce que on a le régime local couvre que le public. Le privé, il peut être très bien pour certaines choses, mais il a aussi de grosses lacunes. Donc, vous savez, les systèmes publics, ils ont le même problème qu'en France. C'est avec quel argent je peux travailler, hein, et il n'y a pas de pays peu de pays aujourd'hui quand même où les systèmes publics, je dirais, ont beaucoup d'argent devant eux et peuvent avoir des soins de qualité sur tout. Hein. Mais nous, on va orienter les gens là-dessus et ça, selon les pays, on va dire des fois, prenez juste un France Expat si c'est ce que vous voulez parce que vous l'êtes juste couvert en France et dans votre pays, vous avez effectivement tout ce qu'il vous faut. Et puis d'autres pays, on va dire, là quand même, il faut penser à un moyen d'être couvert dans le privé parce que votre système local n'est pas satisfaisant. Voilà, vous l'avez peut-être pas encore utilisé. Vous avez peut-être vu qu'une petite partie, et dire c'est plutôt sympa. Mais voilà, nous on va avoir selon les pays, on va pouvoir vous orienter vraiment là-dessus. Parfait. Allez, on continue. On a pas mal de questions, tant mieux. Hein, continuez les internautes. Sophie demande quand doit-on souscrire avant le départ ou une fois sur place à l'étranger? Doit-on fournir un document spécifique? Au-delà des documents, quelle est votre recommandation? Plutôt de s'en occuper avant de partir? C'est préférable. C'est préférable parce qu'en fait, alors même si c'est le dernier élément, l'assurance santé avant de partir à l'étranger, qu'on doit faire. Pour nous, c'est indispensable de le faire avant de partir. Pourquoi? Parce qu'il y a des formalités médicales à compléter. Et une fois arrivé sur place, parfois, on a déjà eu le cas où des assurés avaient des accidents, avaient une maladie. Et là, c'était très compliqué en fait de pouvoir les assurer. Donc, de préférence, effectivement, de le faire avant de partir. Merci pour cette réponse. Effectivement, un jour suffit pour malheureusement avoir un accident. Julie, on a des vidéos sur notre chaîne YouTube là-dessus qui parlent d'accident le deuxième jour. Non, aussi, il y a une question d'organisation. Mine de rien, quand on déménage, on part à l'étranger, on a un déménagement organisé. C'est vraiment beaucoup de choses. L'assurance, on peut le faire jusqu'à 3 mois avant le départ. Mais on est tranquille, on le fait bien. Et c'est vrai que quand on a en plus des problèmes de santé, des pathologies, des traitements en cours, on a peut-être des documents qu'on va mettre dans son déménagement et s'ils sont partis, ça sera compliqué. Si je dois fournir des résultats d'analyse de sang pour mon diabète ou des choses comme ça, il faut que je le fasse avant quand je les ai. Si j'ai tout mis dans les cartons, ça va être plus compliqué. Et on a d'expérience, des fois on galère avec ça. J'ai plus rien, tout est parti. Donc, voilà. Allez, une question de Julie qui demande, proposez-vous également des contrats pour les entreprises qui souhaitent envoyer leurs salariés à l'étranger? Tout à fait. Mais oui, pour les entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères. Et les entreprises ont des grosses obligations en fait là-dessus. Hein. C'est vrai que si j'envoie un salarié à l'étranger, je dois lui maintenir normalement la même protection qu'il a en France. Donc, c'est des obligations qui sont fortes et il faut les prendre en considération et traiter ça vraiment en amont. Et donc, on a des solutions pour ça. Ouais. Parfait. Julie, vous pourrez prendre contact avec Raphaël et Hassen sur ce sujet. Laetitia, elle réside en Afrique du Sud. Ils sont affiliés à la CFE depuis 20 ans et là, ils partent faire un tour du monde à la voile. Waouh!
magnifique. Alors, elle dit comment souscrire une assurance santé qui puisse nous couvrir à l'international et non pas dans un pays spécifique. Alors, il y a des solutions. C'est vrai que souvent, enfin, une des premières questions, c'est dans quel pays vous êtes. Donc, la destination est importante, mais c'est important pour le tarif, en fait. Mais on peut faire des contrats monde entier, sauf États-Unis. Alors, on peut inclure les États-Unis, mais à ce moment-là, ça coûte très cher. Mais on peut faire des contrats monde entier, sauf États-Unis. Ce qui va être compliqué, enfin, ce qu'il faut comprendre quand même dans un tour du monde à la voile, c'est que on ne trouvera aucun assureur santé qui pourra aller vous chercher si vous avez un problème au milieu de la mer. Hein, on va vous rembourser vos frais médicaux une fois que vous êtes sur place dans un pays où on vous a ramené, où vous êtes arrivé toute seule peut-être. Mais donc ça, on sait faire. Allez vous chercher au milieu de l'océan, c'est plus compliqué. Aucun assisteur des contrats expatriés ne prend en charge ça. Ça fait partie des exclusions. Après, il faut voir éventuellement avec des assureurs, vraiment des assisteurs spécialisés là-dedans. Il y en a quelques-uns. Mais pour l'assurance santé, il n'y a pas de problème. Parfait, allez, on continue. Pas mal de questions de nos internautes, tant mieux. JC Cascaille, JC nous demande quel est le coût de la CFE et quel est l'intérêt surtout de souscrire à la CFE. Alors, je ne sais pas où il est, JC, s'il est en France et qu'il va partir ou s'il est déjà à l'étranger. Peut-être revenir, je le vois pas dans la liste, mais peu importe. Peut-être revenir. Est-ce que vous, la CFE fait figure, c'est votre partenaire, fait figure dans vos recommandations? Oui, bien sûr, la CFE, ça fait partie de nos recommandations. On travaille beaucoup avec eux. Combien ça coûte? En fait, leur tarif dépend de l'âge, hein, c'est les tranches d'âge, et puis de la situation de famille. Si je suis célibataire, je paye pas le même prix que si je suis deux ou plus. Alors, ils ont un tarif pour une personne ou pour les familles. Donc ça, c'est un critère à prendre en compte. Après, il y a le pays qui va être à prendre en compte aussi. Hein. Dans certains pays, ça va être plus intéressant de prendre la CFE que d'autres. Quand je parle de la CFE elle-même, toute seule, ou même la CFE plus une complémentaire. Hein. Il y a des pays où les combinaisons vont être plus importantes en prenant CFE plus complémentaire qu'en prenant une assurance hors CFE. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir regarder. Nous, les conseillers vont regarder ça et avec l'outil qu'on a, ça se fait très vite. Un des critères aussi de choix, mine de rien, la CFE, c'est la Sécu française. Donc, c'est se dire, est-ce que j'ai envie de garder un pied dans la Sécu française? Pourquoi pas? À la CFE, il y a les frais médicaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a des prestations en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, des indemnités journalières, il y a de la retraite. Donc, la CFE va donner peut donner les mêmes prestations que la Sécu, hein, et être plus complète que simplement la question de l'assurance des frais médicaux. Voilà. Alors, JC, il est à Dubaï, hein, donc je ne sais pas si vous voulez apporter une précision ou si ça. Enfin, je pense que ça ne change rien à ce que vous avez dit. Allez, on a une question de Geneviève alors Geneviève, elle a 76 ans, elle dit elle est en parfaite santé. Bah, tant mieux, Geneviève. Elle passe les 7 mois d'hiver en Thaïlande, l'hiver français, j'imagine. Alors, elle dit les 3 premiers mois, j'ai ma carte vitale plus l'assurance carte bleue, mais pour les 4 mois restants, je suis plus couverte et j'aurais besoin d'une assurance pour 4 mois qui me fasse sécu et mutuelle. Est-ce que, alors qu'elle a 76 ans, est-ce qu'elle va pouvoir trouver une assurance qui la protégera? Alors, oui, elle peut. Après, ça coûtera plus cher que pour quelqu'un de 30 ans. Mais oui, on a des assurances. Maintenant, c'est vrai que le coût sera élevé. Alors, c'est intéressant ce qu'elle dit parce qu'il faut faire attention à quelque chose. Disons, je passe… c'était combien de mois dans l'année? 7 mois. Elle passe 7 mois en Thaïlande. 7 mois. En fait, de se dire, je suis couvert par ma carte vitale à l'étranger, c'est pas si évident que ça. Et c'est vrai que quand vous disiez, est-ce que je souscris avant de partir, souvent des gens nous disent, je suis couvert pendant 3 mois, donc c'est bon. Non, en fait, la sécurité sociale, elle vous couvre en France, quand c'est votre pays de résidence, et quand votre pays de résidence, c'est la France, et que vous voyagez, elle vous couvre effectivement pendant 3 mois, et les cartes bancaires, etc. Maintenant, si je quitte la France demain pour m'installer en Thaïlande, alors plus de 7 mois, pour m'y installer définitivement,
dès demain, je ne suis plus couvert normalement par la sécurité sociale. C'est ce que dit la sécurité sociale. Hein, la Sécu dit, si demain vous quittez le territoire, vous avez 1 mois pour me prévenir que vous quittez le territoire. Donc, à partir du moment où vous quittez le territoire, normalement, vous me rendez la carte vitale. Alors, les retraités, c'est un petit peu différent puisqu'ils conservent leurs droits en France. Mais voilà, ça dépend vraiment où est ma résidence. Et si ma résidence est en Thaïlande, je ne suis pas couvert du tout en Thaïlande par la Sécu. Hein, même les 3 premiers mois. Alors, c'est sûr que si j'ai rien de grave, si c'est juste de la pharmacie ou des choses comme ça peut passer. Mais la Sécu peut très bien me demander mes billets d'avion, voir si j'étais bien sur un court séjour ou pas, et voir si elle va accepter de rembourser ou pas. Et si la Sécu ne rembourse pas, les assurances style carte bancaire, etc., ne remboursent pas non plus. Donc, quelqu'un qui partirait demain en se disant c'est bon, je suis couvert pendant 3 mois, il a un problème au bout de 15 jours, et s'il n'a pas de billet retour, peut-être que normalement la Sécu ne devrait pas intervenir et donc sa carte bancaire non plus. Et s'il est hospitalisé, ça sera peut-être embêtant parce que là, l'assureur se posera des questions. Quand c'est des petites sommes, on ne se pose pas forcément de questions. Quand on est sur des choses à payer à 50 000, 100 000, 150 000 euros, l'assureur, s'il a une bonne raison de ne pas couvrir, sincèrement, pourquoi il couvrirait? On n'est plus dans le cadre du contrat, il a le droit de dire je couvre pas. Pour le cas d'une retraitée qui passe 7 mois, c'est un petit peu plus compliqué. On pourra voir ça avec elle et voir ce qu'on peut lui proposer. Mais c'est vrai qu'à 76 ans, ça coûtera un petit peu. Ça aura son prix. Allez, il reste encore une grosse dizaine de minutes. On va essayer de passer toutes les questions. Puis également, je voulais voir 2 points avec vous un peu plus tard. Allez, Philippe, il a eu un AVC il y a 6 ans. Il dit, je suis sous médicaments à vie. On espère que tout va bien. Il demande, est-ce que ce sera un problème pour souscrire un contrat? Oui, ce sera un problème. C'est moins simple que si tout allait bien. Mais des clients avec des assurés qui ont fait des AVC, on en a pas mal en portefeuille, enfin, parmi nos assurés. Alors, et c'est un point intéressant. Parmi nos assurés qui témoignaient sur YouTube, on a justement quelqu'un comme ça qui est parti aux États-Unis, qui a fait un AVC pendant sa première année d'assurance. Et il avait un contrat, il avait souscrit un contrat temporaire. C'est des contrats qui sont faits pour durer 1 an. Hein. Je pars je vais rester plus longtemps, mais bon, j'ai ce contrat-là, il va servir pour ma première année. Le contrat, il a marché pour la première année, mais c'est vrai que ça a été plus compliqué après pour lui trouver un assureur, surtout aux États-Unis. Maintenant, si c'était il y a 5-6 ans, en fait, plus c'est ancien, plus ce sera facile. Enfin, moins ça posera de problème. Quelque chose qu'à 5-6 ans, c'est plus facile à assurer que quelque chose qu'à 6 mois. Parce que l'assureur va avoir plus de recul. Et on va voir s'il y a des pathologies aussi qui peuvent être associées. Donc, il y a d'autres questions. Il y a tout un questionnaire. Mais un AVC il y a 4-5 ans, 6 ans, normalement, ça s'assure. Ouais. Frédéric, il est retraité en français en Espagne. Il est assuré à la sécurité sociale espagnole. Il est également assuré à la sécurité sociale française et à la MGEN en France. Il est remboursé intégralement de ses soins en Espagne par la sécurité sociale française et la MGEN, dit-il. Il demande, est-ce qu'il doit souscrire une assurance ou une mutuelle en plus? Alors, je dirais que vous dites, il est assuré. La sécurité sociale française et la MGEN, il est détaché. Il est retraité français en Espagne. Ah, retraité français en Espagne. Est-ce qu'il a fait sa déclaration de changement de domicile à la France? C'est compliqué. Faudrait plus qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Sur le principe, oui. Maintenant, ce que je comprends pas bien, c'est pourquoi la Sécu française le rembourse en Espagne et la mutuelle aussi. S'il est établi en Espagne, déclaré, etc., je comprends pas bien. Mais voilà. Normalement, si je vis en Espagne, je suis retraité, ma Sécu
me couvre en France, mais ne doit pas me couvrir en Espagne. Et donc, si j'ai une mutuelle d'entreprise que j'ai gardée ou la MGN, n'importe quelle mutuelle que j'aurai en France, si la Sécu ne rembourse pas, la complémentaire ne doit pas rembourser. Donc là, il y a un petit truc qui est pas très logique. Donc, ce serait à voir un petit peu plus dans le détail pourquoi ça fonctionne. Exactement. Alors, on a quelqu'un qui est resté anonyme, mais en tous les cas, qui est aux Émirats Arabes Unis, qui a un package CFE plus mutuelle française, 100% assurance tiers hors UAE. La personne demande comment gérez-vous l'obligation pour les résidents aux Émirats Arabes Unis d'avoir une assurance locale pour satisfaire aux obligations de visa de résident? Alors, on le gère avec des assureurs locaux. Typiquement, s'il a la CFE et qui cherche une complémentaire, il y a une solution qui existe, CFE plus complémentaire avec un assureur local, et donc il lui permet d'avoir le visa, les attestations pour les visas, ça se gère. Il y a aussi des solutions locales sans la CFE qu'on peut proposer. On propose les deux. Hassen, là-dessus, tu es plus expert des Émirats que moi, qui suis un peu plus loin. Non, mais la réponse était la même en fait. C'est-à-dire, après, donc c'est quelqu'un en fait, il faudrait savoir un peu plus sur son contexte, c'est-à-dire qu'il est actuellement couvert. Qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce qu'il peut-être il recherche une assurance santé locale? Le mieux, ce serait d'en discuter avec lui et d'approfondir le sujet directement avec cet internaute. Parfait. Et juste pour finir là-dessus, typiquement sur les visas aux Émirats, on a quand même beaucoup de gens qui ont des assurances par leur employeur pour être conformes au visa, mais des assurances qui sont vraiment très basiques et ils vont souscrire des assurances expatriées pour se faire soigner en France ou ailleurs ou là où ils veulent, alors que l'assurance locale leur permet pas de se faire soigner là où ils veulent. Alors, Cyril demande, pour une femme enceinte, la plupart des mutuelles ne couvrent pas la grossesse due à une demande d'attente de 10 à 12 mois après avoir souscrit le contrat. Est-ce que vous pouvez proposer une alternative? Alors, tout à fait. Alors, une alternative. Les grossesses en cours, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de couvrir une grossesse en cours. Maintenant, le problème, on va dire, c'est pas forcément que la grossesse. On prend le cas de notre assuré tout à l'heure, qui était au Mexique. On pourra pas couvrir l'accouchement, mais je dirais, est-ce que c'est ça le plus grave? Un accouchement, c'est 5 000, c'est 10 000 euros. C'est embêtant de payer 10 000 euros, mais c'est pas dramatique. Par contre, mon enfant qui va naître prématuré, qui va passer 1 mois, 2 mois en couveuse à 5 000 euros par jour, c'est plus dramatique. Mon enfant qui va naître avec un problème je sais pas, une malformation ou n'importe quoi, enfin un problème de santé dès la naissance, là on peut être dans des situations dramatiques. Et si j'attends la naissance, je ne pourrai plus le couvrir, parce que j'aurai un questionnaire de santé sur cet enfant. Et donc il faut, même si je peux pas couvrir la grossesse, je dirais bonne nouvelle, on pourra couvrir votre enfant à naître. Alors pas si on est dans les derniers moments, etc. Parce que les assureurs aussi là ont compris que des fois les gens ne prenaient que parce qu'ils ont vu au dernier moment qu'il allait y avoir un problème. Mais si on est en début de grossesse, on peut trouver des assureurs qui vont pouvoir couvrir l'enfant. Et mine de rien, je dis payer 5 000 ou 10 000 euros, c'est désagréable. Devoir payer 100 000 ou pas pouvoir les payer et se dire j'ai un problème de santé pour mon enfant que je ne peux pas résoudre, c'est plus désagréable, c'est dramatique. Allez, une dernière question d'internaute et après on abordera les 2 derniers points que vous vouliez voir et puis on clôturera ce webinaire. C'est Pascal qui demande, il dit « J'ai comparé une grande quantité d'assurances santé et ne retrouve pas comme au Luxembourg une assurance qui couvre sans limitation les frais dentaires et ophtalmo et certainement pas à un prix qui reste raisonnable. » Alors, est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous avez des options? Oui, alors je confirme. En fait, le dentaire et l'optique à la base, c'est pas dans les assurances santé. Alors française aussi, luxembourgeoise aussi. Ah, ça a coupé chez Raphaël. Je sais pas, Hassen, si tu. Oui, pareil. Ouais, si tu peux prendre le relais. Excusez-moi, je sais pas.
On t'entend, Raphaël, mais on ne te voit pas. Ouais. Ah, on ne voit pas, c'est pas grave. C'est revenu, il y a une petite coupure Internet. Il y a beaucoup de pays où dans les assurances santé, il n'y a pas le dentaire et l'optique. Parce que le dentaire et l'optique, même si ça peut coûter cher, hein, on n'est pas dans le même schéma. Ce que Hassane disait au départ, on s'occupe, en France, on s'occupe du dentaire et de l'optique. Dans d'autres pays, on s'en occupe pas du tout parce que on parle de 500 € ou de 800 €. Alors en dentaire, ça peut être plus, ça peut être 2000, 3000, 4000. Mais dans une assurance santé privée, dans un pays où on a besoin de ces assurances-là, on parle d'abord de l'hospitalisation, des traitements. Voilà, on parle d'engagements qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est vrai que le dentaire et l'optique en illimité, non, ça n'existe pas. Allez, on va clôturer ce webinaire avec 2 questions pour terminer. La première, c'est pourquoi souscrire une prévoyance incapacité invalidité? Et d'ailleurs, je crois qu'Augustin était intéressé par cette thématique. Ok. Alors, pourquoi souscrire une prévoyance incapacité invalidité? C'est parce que demain, si je peux plus travailler, quels sont mes revenus? Je suis en France, je suis salarié ou si je suis salarié, j'ai pas beaucoup de questions à me poser. Hein. J'ai des conventions collectives qui ont décidé de ça. Et donc, il y a la Sécu et il y a des assurances complémentaires qui vont me maintenir mon salaire. Si je suis travailleur indépendant, j'ai déjà une base quand même à laquelle je suis obligé de cotiser. Et puis, on m'a présenté, j'ai des assureurs qui sont venus me vendre des solutions de prévoyance. Mais voilà, j'ai quelque chose. À l'étranger, dans la plupart des pays, j'ai rien. Hein. Si demain, je peux plus travailler, alors je peux plus travailler parce que j'ai un cancer et que je dois me soigner, que ça prend des semaines, des mois, etc. Mais c'est aussi peut-être j'ai eu un accident, je suis invalide, j'ai une maladie invalidante. Alors, on sort des Jeux paralympiques. Si on a écouté un peu les histoires de la plupart de beaucoup de sportifs, on se rend compte que beaucoup sont là parce qu'ils ont eu des maladies plus que des accidents. Hein. Beaucoup de maladies sont invalidantes. Et si je peux plus travailler, j'ai plus aucun revenu. Donc, il y a des assurances, effectivement, qui vont permettre de maintenir ces revenus. Et à titre d'exemple, pour couvrir 1 500 € par mois à 40 ans, je crois que ça doit coûter à peu près 50 € par mois. Voilà. Donc, c'est une dépense, on aurait tendance à dire, il faut la prévoir dans son budget, quitte à baisser peut-être la partie santé, quitte à peut-être enlever l'optique et le dentaire, parce que je suis peut-être dans un pays où l'optique et le dentaire coûtent moins cher qu'en France, et ça sera peut-être intéressant de l'enlever. Parce que si j'ai 40 ans et que je suis invalide demain, 1 500 € par mois, ça fait 450 000 € jusqu'à 65 ans, qui est la durée de versement du droit d'invalidité. Donc, ces 450 000 €, j'ai un assureur qui va me les verser, sinon j'aurai rien. Donc, voilà à quoi ça sert une incapacité invalidité. Et oui, il y a des solutions pour ça qui sont très bonnes. Voilà. Bon, très bien. Allez, en mot de conclusion, Raphaël, peut-être les pièges. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Je pense qu'il y a déjà eu beaucoup d'informations, mais finalement, c'est ce qui permettra aussi de retenir l'essentiel. Ok. Alors, on va peut-être remettre un petit écran vite fait dans ce cas-là pour remettre des choses devant les yeux. Ça permettra peut-être d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Alors, c'était par là. Donc, les erreurs à faire, c'est de se tromper déjà de contrat. Typiquement, je pars pour plusieurs années où j'y suis déjà. Je souscris pas un contrat temporaire, même si c'est moins cher, parce que même s'il s'appelle expat quelque chose, si c'est un contrat de 12 mois, c'est fait pour un séjour temporaire. Et si j'ai un problème pendant ces 12 mois-là, peut-être que l'assureur me remboursera pas parce que je suis pas dans la configuration qui est prévue par le contrat. L'autre grosse erreur, nous, qu'on voit énormément, c'est de mal compléter les questionnaires de santé. Alors souvent, on n'a pas l'habitude de le faire. Hein. En France, on ne remplit pas souvent ça. Et ça, c'est les conséquences, elles peuvent être dramatiques. C'est simple, c'est j'ai mal complété. L'assureur, il va refuser une prise en charge ou il peut annuler le contrat. Et sincèrement, là aussi, s'il le fait, il fera rien de malhonnête. Il appliquera les règles. On lui a mal déclaré l'état au départ. Eh bien, il peut annuler le contrat et refuser de souscrire. Donc ça, c'est vraiment le truc essentiel. Il faut tout déclarer comme si on parlait à son médecin. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Quand on est en complément CFE, faire attention à bien payer ses droits à la CFE parce qu'on a beaucoup de
de cas de gens qui peuvent avoir des retards de paiement à la CFE et un jour se retrouver en disant bah, j'ai plus la CFE et mon assureur veut plus me payer. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention. Très bien. Ben, merci à tous les deux pour votre expertise. Merci à Raphaël Reiter, directeur général d'internationalsanté.com, Hassen Abdelmalek, directeur commercial. Merci. Vous avez répondu à de très nombreuses questions. Il y avait beaucoup d'internautes. Je crois que c'était précis, très clair. Et Raphaël, je vous redonne la main. Juste une petite chose, on vous fait un cadeau à ceux qui ont participé. Donc, on offre un mois de cotisation aux personnes qui ont pu assister à ce webinaire pour leur adhésion à un contrat expatrié. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Raphaël, merci Hassen, vous avez bien fait de Merci à venir vous. les internautes. Je vous rappelle que dans quelques instants, vous allez recevoir le lien du replay. Donc, si vous avez raté le début, si vous voulez le revoir, si vous voulez le partager, évidemment, n'hésitez pas. Il y aura un article dans le petitjournal.com votre journal dans les prochains jours. Et on vous donne rendez-vous, évidemment, sur le site du petitjournal.com et à très bientôt pour d'autres webinaires. Merci Raphaël, merci Hassen et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Fatima. Au revoir.